Je pense que ça a dû commencer, je dois avoir 2-3 ans. Quand on fait autant de mal à un enfant, pour moi, on ne mérite pas, je dirais, le nom de père. Ce que vous m'expliquez, c'est que cet homme, à l'âge de 8 ans, vous viole. Exactement. Qui m'a violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans, et je me rappelle au moins à 5 reprises, effectivement. Je me dis, soit je me fous en l'air, soit faut que je comprenne. Nous allons recevoir maintenant Arnaud Gallet, qui, pour cette série de Dans les yeux d'Olivier, sur le podcast des parents destructeurs, eh bien, va vous raconter quelle a été son enfance, une enfance qui a baigné dans la violence, puisque Arnaud a été battu, Arnaud a été agressé sexuellement, Arnaud a été violé, mais il est aujourd'hui un homme aguerri, un père aussi aimant, et il me semblait important d'entendre la voix d'Arnaud pour ce podcast Dans les yeux d'Olivier consacré aux parents destructeurs. Arnaud, bonjour. Bonjour. J'étais un enfant aux éditions Flammarion. Le livre est sorti en octobre 2023. Vous dites devoir pardonner à cet enfant. Alors, les violences, elles ont commencé assez tôt pour vous, parce qu'elles commencent déjà avec ce père qui vous traite mal. Ah bah oui, moi ça commence très tôt, je pense que ça a dû commencer, je dois avoir 2-3 ans, j'avais un père qui m'humiliait, je pense qu'il voulait te faire de moi, vous savez, société, un père qui imaginait, je pense, le garçon que j'étais, le petit garçon, avec beaucoup de virilité. Donc il fallait absolument que je ne pleure pas, il fallait absolument que je résiste à la douleur, il fallait absolument que je préfère, je sais pas, les automobiles plutôt que moi, que j'ai toujours été très poème, etc., beaucoup de choses, donc je ne correspondais pas du tout, je pense, à son idéal type. Et donc, du coup, j'avais en face de moi un père qui était violent physiquement, violent verbalement, qui m'humiliait, qui me traitait, pour dire des choses comme ça, de gonzesse, de pédé, de machin, enfin voilà, des trucs assez difficiles. Et finalement, je me suis rendu compte à travers aussi, en remettant les choses dans l'ordre à travers ce livre, mais bien avant, grâce à des années de psy, finalement, qui m'ont quand même sauvé. Moi, je le dis de manière simple, il faut aller voir, à mon sens, quand on le peut, aller voir un psy, et c'est essentiel. Moi, ça m'a aidé énormément. J'ai compris surtout que c'était le terreau propice à ce qu'il y ait d'autres personnes qui me fassent du mal en fait plus tard, parce que cette violence-là m'a d'une certaine manière, insensibilisé. Bien sûr qu'on s'y habitue, la violence, moi je le dis même encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois d'ailleurs de me cogner ou quoi que ce soit. J'ai une résistance à la douleur qui est assez importante par rapport à ce que j'ai vécu. Bien sûr qu'on s'y habitue, c'est terrible. On s'y habitue et je dirais même que quand on est enfant, ce qui est terrible, il y a un tel déséquilibre entre l'adulte qui tape, qui est violent, verbalement, physiquement, etc. Et l'enfant, c'est tellement asymétrique que l'enfant, en fait, je pense, a cette capacité de voir son corps comme une coquille et de rester et de vivre derrière. Et c'est pour ça que, finalement, on ne comprend pas quand on est adulte. Mais quand on est enfant, on n'a pas d'autre choix, en réalité. Et ça, je l'ai compris bien après. J'ai résisté. Je dois tout à cet enfant-là. Vraiment, je le dis là, dès que j'en parle, avec beaucoup d'émotion, parce que je me rendais pas compte en réalité. Et je me rendais pas compte. Et c'est vrai que ce rapport même que j'ai eu dès le début avec mon corps, un corps qui était, enfin voilà, j'ai encore des cicatrices sur mon corps, etc. de ce que mon père faisait. Mon père pouvait me taper par exemple avec des chausse-pieds, des choses comme ça. Donc j'ai encore des cicatrices puisque j'étais pas amené à l'hôpital, etc. Puisque l'école n'a pas signalé non plus, etc. Enfin bref, tous ces trucs-là. Et là aujourd'hui, on se voit plus du tout et je le considère pas comme mon père. Je dirais que c'est mon géniteur. Quand on fait autant de mal à un enfant, pour moi, on mérite pas. Je dirais le nom de père. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très simple en réalité. La violence, c'est un choix, c'est un rapport de domination sur l'autre qui est là uniquement pour anéantir l'autre. Je pense qu'on excuse souvent en fait les gens violents dans la société à se dire « Ah, les pauvres, ils ont eu quelque chose de dur quand c'était petit, etc. » Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça en réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vécu des violences que ça serait légitime ou que ça excuserait, je mets des guillemets parce que c'est pas le propos bien entendu, mais je pense qu'au contraire, je pense que c'est un choix en fait délibéré qu'on fait, et moi je suis plus que convaincu que si la société était plus ferme et peut-être cherchait moins à comprendre, peut-être qu'il y aurait moins de gens violents. Je ne cesse de dire que un mec qui tape sa femme, s'il sait qu'il peut dormir en prison le soir même, exactement. Il y réfléchira à 2 fois. Je suis entièrement d'accord. Il n'est pas du tout question de ça aujourd'hui en France. Et pour les enfants, on n'est pas loin derrière. Ah bah même on est pas loin. Je pense même que c'est pire en réalité. C'est ce qu'a montré le travail. Moi j'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On évalue aujourd'hui le coût du déni, on va dire pour les femmes, à 1 milliard. Pour les enfants, c'est 9,7 milliards. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de tellement, en fait, on invisibilise tellement en fait ces violences-là
que c'est un coût pour la société qui est énorme et on se rend compte que finalement il y a très peu de choses qui sont faites. Aujourd'hui on a notamment sur les violences sexuelles faites aux enfants seulement 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. Donc c'est un permis de récidive. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. La parole de l'enfant n'est pas entendue. Exactement. C'est tout le travail qu'on a fait avec la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Si on veut lutter contre la culture du déni, il faut mettre en place une culture de la protection. Et c'est vrai que cette question de la prise en compte de la parole de l'enfant, cette question aussi de principe de précaution, comment est-ce qu'on maintient une présomption d'innocence, parce que c'est sans cesse des choses comme ça qui reviennent finalement, et de l'autre côté un principe de précaution parce qu'un enfant est vulnérable. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'enfant ne vaut rien en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enfant, on le met dans le bain en même temps qu'un adulte, sans se poser de questions, en se disant voilà, il y a un risque que ça se reproduise, et donc on ne le protège pas, au risque que l'enfant forcément, au bout d'un moment, revienne sur ses dires, parce qu'inévitablement, c'est quand même au bout d'un moment le bon réflexe, si on veut au bout d'un moment avoir un minimum de survie, sinon on va être confronté à son agresseur systématiquement avec le risque que ça se reproduise ad vitam, avec en plus d'autres conséquences. Quel type d'adolescent vous êtes à cette époque? J'ai commencé moi à fumer du shit à peu près vers l'âge de 13 ans, etc. Boire aussi un peu d'alcool, enfin un peu beaucoup. Et sur la fin en fait, de ma scolarité, vers 17-18 ans, je tombe dans une forme de dépression. Et j'ai très longtemps cru que j'étais homosexuel. D'accord. Je le pose de cette manière-là, pas comme une tare bien entendu, mais vraiment comme quelque chose qui me posait question, là où finalement j'avais une attirance vers des filles, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je parlais tout à l'heure de mon père, il a fait la connaissance d'un grand-oncle qui était prêtre missionnaire, et il allait le voir notamment au Gabon. Et cet homme-là, il avait décidé que quand il venait en France, ses journées, c'était à la maison pendant au moins une nuit ou deux. Et il avait décidé de le faire dormir dans ma chambre. J'avais 8 ans la première fois. Et en fait, il y a eu, moi je vais raconter avec mes mots d'adolescent, mais ce que j'ai compris après, j'ai compris moi qu'il y avait eu une relation sexuelle entre lui et moi à l'âge de 8 ans, vous voyez tout de suite là où je veux en venir. Et j'ai grandi en fait avec cette image-là en me disant c'est moi qui étais responsable un peu de ce qui s'était passé, parce que je me disais avec mes mots d'enfant, c'est peut-être comme ça qu'on fait l'amour, etc. On se pose tous un peu évidemment cette question, comment on va faire la première fois. Ce que vous m'expliquez, c'est que cet homme à l'âge de 8 ans vous viole. Exactement. Et moi ma compréhension c'est pas ça du tout. D'accord. Parce qu'à l'époque, moi je me rappelle très bien pourquoi d'ailleurs, ça m'est revenu après, mais quand même je me rappelle bien, j'ai vécu en banlieue nord de Paris, on prenait la ligne notamment qui allait jusqu'à Gare du Nord, et c'était l'époque où à Gare du Nord, il y avait des femmes qui se faisaient violer, mais avec un couteau. Et moi, pour le coup, c'est quelqu'un qui a utilisé des mots doux, en fait, en me présentant finalement ça au début comme une découverte de mon corps, après comme, comment dire, une découverte un peu de la sexualité, enfin différentes choses. Et donc, il n'a jamais fait usage ni de la violence, ni de la menace, ni quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que pour moi, c'était pas ça le viol, puisque le viol, tel qu'on me le décrivait, c'était forcément une violence avec un couteau, une menace, machin, tout le truc. Oui. Donc, c'était pas ça. Et donc, j'avais surtout compris, vu que je m'étais pas défendu, vu que j'avais pas crié, etc., que j'étais consentant. D'accord. Et donc que vous étiez homosexuel. Et donc j'étais homosexuel. Donc je grandis un peu avec ce truc-là, mais qui reste un peu. Mais en plus, tout était fait comme dans ma famille. Mon père était violent, ma mère disait rien, etc. Tout Bref. ça était très confusant. Bah oui. Et puis je pouvais en parler à personne surtout. C'est-à-dire que finalement, lui avait bien compris que j'étais la bonne cible. Puisque mon père, qui me violentait, j'allais pas lui dire « Papa, il faut que je te parle de quelque chose, j'arrive pas à comprendre, etc. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on apprend comme ça ?» J'avais 2 sœurs, une petite, une grande. Pareil, j'en ai pas parlé, on vivait dans un climat de violence très compliqué, des relations très dysfonctionnelles, etc. Et j'avais une mère complètement absente qui disait rien à la violence de mon père, etc. Donc tout était réuni finalement pour que je pose pas en fait ce chose-là comme quelque chose de malaisant justement. Et au contraire, que je vive ça comme une forme de culpabilité, c'est moi qui l'ai voulu. Tous les jours, j'y pensais, en fait. Je me rappelle très bien de cette adolescence-là. C'est-à-dire que vraiment, tous les jours, ça me pesait, ça me pesait, ça me pesait. Et je pense que je consommais de plus en plus, notamment de shit, etc. Et au bout d'un moment, je décide d'arrêter brutalement, en fait, les consommations de shit, machin. Et là, je tombe dans une grande dépression. Je me dis, soit je me fous en l'air, soit il faut que je comprenne. Et je décide d'aller voir un psy. Et je comprends en fait que ce que j'ai vécu, effectivement, c'est un viol et non pas une relation sexuelle. Et c'est dingue en fait ce poids-là parce que ça me donne une clé incroyable et ça me permet aussi de comprendre. Et je reviens grâce à ce psy sur toute la stratégie de l'agresseur que j'avais complètement mise de côté. Qui vous a violé plusieurs fois. Qui m'a violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Et je me rappelle au moins à 5 reprises, effectivement. C'est-à-dire que c'est des choses qui allaient effectivement très loin puisque... moi, ça allait, je me rappelle, découverte de mon corps. Quand je dis ça, je pense que c'était un peu une forme, je vais dire ça comme ça, de préliminaire pour lui, etc. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de masturbation, des choses comme ça. Et après, ça a été systématiquement jusqu'à des sodomies, quoi. Il y avait des choses vraiment extrêmement... On ne se rend pas compte, en fait, je pense. Et moi, c'est pour ça que je mets des mots comme ça un peu durs. On ne se rend pas compte de ce que c'est, en fait, quand on est enfant.
d'être sodomisé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On comprend même le mot en tant que tel. C'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas en fait ce qui se passe. Et c'est aussi mon combat aujourd'hui, c'est de se dire au bout d'un moment, il faut être en capacité, avec des mots adaptés certes, mais voilà, de prévenir et de se dire au bout d'un moment, comment est-ce qu'on donne le signal d'alerte, etc. Malheureusement, quand ça arrive. Et moi, c'est vrai que je ne les avais pas. À l'âge de 19 ans, je tombe sur un documentaire sur France 3 qui, je crois, s'appelait à l'époque, on parlait plus de pédophilie que pédocriminalité, mais pédophilie dans l'église. Et je suis confronté en fait à des témoignages de victimes qui ont vécu la même chose que moi. Et donc moi, spontanément, mes parents, je me rappelle ça, c'est rare, étaient tous les deux dans le salon en train de regarder ce documentaire-là. Et je dis spontanément, c'est ce qui m'est arrivé. D'accord. Et puis, donc du coup, ça choque. Moi, je pensais que ma mère allait me prendre dans ses bras, etc. Et puis, elle me dit, on s'est fait avoir. Moi, je comprends pas, on s'est fait avoir, machin. Je l'ai compris bien des années après, là, grâce à Camille Kouchner notamment, et toute la dimension finalement psychotraumatique aussi pour les co-victimes, etc. C'est-à-dire que le on s'est fait avoir, je pense que ma mère avait confiance en cet homme-là qui a été quelqu'un plus de sa famille, un homme d'église. Un homme d'église. C'est un homme d'église à qui on donne le bon Dieu sans confession. Et du coup, elle s'est dit, allez, vas-y, il n'y a pas de problème. Et de savoir ça, pour elle, ça a été un choc forcément immense. Et ils n'ont jamais su réellement comment se positionner. Et donc, c'est vrai que de là, en fait, est parti pour moi tout le moment d'une reconstruction grâce à une relation avec un psy que je voyais quand même 2 fois par semaine pendant 10 ans. Il m'a sauvé. Il vous a sauvé. Il m'a sauvé, bien sûr, je le dirai jamais. Je pense que j'aurais pu, à cette époque-là, tout était réuni pour que je me foute en l'air. Et j'ai eu toujours cette envie de vivre que j'ai encore aujourd'hui, de me dire, bah non, c'est pas possible, en fait, il ne faut pas que mon agresseur, et puis mes agresseurs, je vais revenir dessus après, et gain de cause. Du coup, je me suis toujours battu, et encore aujourd'hui, je peux avoir des moments, on va dire, de bas, et j'arrive toujours à remonter en me disant, non, eux, ils vont pas y arriver, il faut absolument, et encore une fois, je reviens à mon livre, c'est l'enfant que j'étais, en fait, qui avait cette force et qui me l'a transmise à moi adulte. J'avais 25 ans, ça faisait 6 ans donc, que j'étais en analyse. Le psy n'arrêtait pas, donc Jean-Marie Forget, de dire, mais bon sang, vous avez quand même des souvenirs de famille, vous avez une maison de famille en Anjou, etc. C'est quelque chose qui doit... Enfin, il s'est bien passé quelque chose, vous y allez tout le temps, etc. Donc il insistait vraiment, puis il le faisait plutôt bien. Puis maintenant, je lui fais, mais oui, mais j'ai des souvenirs, par exemple, chaque année, on faisait avec mes cousins une répétition de pièces de théâtre. Ah bon, machin, vous pouvez m'en dire plus, vous savez comment sont les psys, quoi. Et puis, je lui raconte un jour, je dis, bah oui, voilà, par exemple, un jour, on faisait une pièce de théâtre, moi, je jouais le rôle d'une femme, j'étais avec mes 2 autres cousins, il y en a un qui avait 15 ans, l'autre qui avait 13 ans, et celui qui était le plus âgé me dit, tu vas voir ce que je te ferais si t'étais une femme, et là, effectivement, il me saute dessus, il me met au sol. Son cadet, donc qui avait 13 ans, me prend par les poignets, au point où aujourd'hui, une des conséquences que j'ai, c'est que je ne peux rien mettre en fait encore aujourd'hui sur les poignets, tellement que ça a été un traumatisme. Et puis il me met en fait son sexe dans la bouche. C'est ce que je dis, donc l'aîné. Et le psy s'arrête, je me rappellerai toute ma vie. Il me dit de sa voix grave qu'il avait, c'est un viol. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais attends, mais comment je lui raconte le truc? J'ai repris la stratégie de mes agresseurs comme si c'était un jeu, etc. Je vais te montrer, etc. Et lui, il a été clair en me disant, non, non, en fait, ça, c'est la stratégie en fait, de l'agresseur et il a nommé les choses. C'est quelque chose qui m'a tellement marqué. Et la seule chance que j'ai eue, donc j'ai fait une amnésie traumatique là-dessus. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas souvenu avant l'âge de 25 ans. Il faut bien se rendre compte. Donc j'ai 12 ans, c'est-à-dire pendant 13 ans, blackout total dans le cerveau. Dingue. Et en plus, je partais en vacances avec mes cousins, etc. Enfin, c'était la folie furieuse. D'où la famille, d'ailleurs, qui ne comprenait rien. La seule chose qui m'a sauvé, c'est que mes cousins ont reconnu les faits. En banalisant. Comme souvent les agresseurs, etc. C'était un jeu, c'était du touche-pipi, machin, tout le bazar. Et d'ailleurs, c'est la version qu'a retenue ma famille. C'est-à-dire j'ai été éjecté par la suite de ma famille, parce qu'ils se sont dit, au bout d'un moment, Arnaud, il exagère quand même, c'était du touche-pipi, faut pas déconner non plus, etc. C'est quelque chose vraiment qui avait été dit comme ça, au point où j'ai été éjecté, notamment de fêtes de fin d'année, Noël, machin, enfin tous ces trucs-là qu'on pouvait connaître en famille, j'ai été complètement mis de côté. Le vide intersidéral dont nous parlions tout à l'heure sur la législation entourant les droits de l'enfant et la protection de l'enfance, on constate à travers la mentalité de votre famille et d'abord de vos parents, puis ensuite, je crois, de vos sœurs qui vont vous éjecter, parce que finalement, ce qui est retenu dans tout ça, c'est la honte que vous projetez sur la famille en révélant ce touche-pipi qui est quand même un viol, parce qu'un sexe mis dans la bouche de force, c'est un viol. Bien sûr. Oui, puis je dirais même, je suis identifié comme la personne qui va faire exploser le clan.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension tellement clanique dans la famille où il faut à tout prix tout préserver, etc. Comme dans beaucoup de familles. Bien sûr, comme dans beaucoup de familles. Mais même face au pire. Face au pire. Ben, déjà, il y avait encore une fois, l'immonde. il y avait un terreau propice. Le comportement de mon père, tout le monde le savait. Tout le monde savait qu'il nous tapait, tout le monde savait que j'avais des traces, tout le monde savait qu'il m'humiliait, tout le monde savait qu'il me traitait de gonzesse, de pédé, de machin, ce qu'on veut, etc. Bon, on s'en accommode. Il est sympa quand même, quand il y a besoin de lui, il est là. C'est quand même ça. Ben là, c'est pareil. Là, c'est de se dire, ouais, quand même, on est en famille, etc. On va maintenir. Bon, ça se fait pas, t'étais enfant, maintenant c'est fini, on passe à autre chose. Et c'est vrai que pour moi, ça a été insupportable parce qu'il faut bien se rendre compte que ça a été une vraie double peine. Et ça, j'y tiens vraiment dur comme fer parce que la douleur que j'ai vécue, en fait, des viols que j'ai vécus ou même des violences physiques que m'a infligé mon père, j'ai aucun souvenir de douleur. Et cette violence en fait de la famille qui m'éjecte, je l'ai mise, mais je le dis, au même niveau. Malgré tout ce que je peux raconter là, je maintiens qu'il y a cette envie de vivre. Par contre, j'ai une envie de justice aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas pire injustice que d'être déjà victime, et au-delà de ça, d'être rejeté par les siens, dans l'indifférence totale de la société, qui est en incapacité d'agir. Et c'est ce que je raconte une fois de plus en se disant, finalement, tout le monde savait, comme dans de nombreuses situations, et personne n'a rien fait, et puis ça veut dire on m'a laissé grandir comme ça. La seule chance que j'ai, c'est que finalement, j'ai des capacités de résilience que peut-être d'autres n'ont pas, qui font que, oui, j'ai fini anthropologue, après j'ai occupé des fonctions de directeur général, bref, je m'active de cette manière-là, et j'ai une forte pensée, moi, pour les personnes qui n'ont pas ces capacités-là, qui peuvent se retrouver pour beaucoup à la rue, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me peine énormément, et sur lequel je me dis, il faut absolument qu'on agisse. Néanmoins, je reste l'enfant que j'étais, c'est-à-dire avec cet espoir-là de me dire, il y a un avenir qui est possible. Un enfant devenu quand même un homme combatif, activiste, un papa responsable. Donc voilà, je me réjouis tout de même de savoir que cet enfant, il a grandi en vous et voilà. Oui, et il est en moi alors que je pensais qu'il était loin de moi pendant un temps. Donc là, c'est bien effectivement le fruit du fait qu'il est toujours là. Il est toujours là. J'étais un enfant aux éditions Flammarion. Merci Arnaud. Merci beaucoup, merci Olivier.